Dans la vidéo précédente, il y avait une forte odeur de fumée persistante et nous pouvions clairement voir la fumée, ce fin et léger filet grisâtre qui glissait lentement et discrètement sous la porte de la cuisine, se répandant dans la pièce. Mais aujourd'hui le soleil est sorti et la lumière du jour est cruelle, car elle ne laisse rien à l'imagination. Aujourd'hui, nous allons ouvrir les portes. Nous allons entrer dans les pièces de ta maison. Bon, attends, enfin, tu vois ce que je veux dire. Ceci n'est qu'un exemple. Nous allons essayer de jeter un œil dans les pièces de ton corps et tenter de découvrir ce qui peut se passer après cet incendie silencieux qu'il est plus que probable que tu aies allumé. Mais ce n'est pas tout, c'est encore pire. L'incendie dévastateur qu'il est plus que probable, voire même certain, qui brûle en silence et profondément en toi depuis de nombreuses années. Ce que nous allons voir ne sera sûrement pas agréable, car nous allons tomber sur des poutres carbonisées, des murs noircis et des systèmes électriques qui crépitent. C'est-à-dire, nous allons voir beaucoup de méchants, si on peut les appeler ainsi, beaucoup. Mais nous ferons aussi la connaissance du shérif. Il est là, il existe, et tu l'as, en train de faire son travail. Nous allons aussi comprendre quelque chose d'encore plus troublant, c'est que beaucoup de ces dégâts possibles que nous allons découvrir ne sont pas apparus. Non seulement parce qu'à l'intérieur même de ton propre corps, tes défenses immunitaires commencent à attaquer sans aucune raison valable, mais aussi parce que le système complexe qui était censé freiner ces attaques initiales, qui n'étaient au départ que purement défensives, a peut-être lui aussi complètement cessé de fonctionner et de le faire correctement. Et quand un système perd ses freins pendant de très nombreuses années, c'est-à-dire quand absolument personne n'arrête ses défenseurs acharnés et zélés, qui, en voulant absolument défendre leurs propres intérêts, finissent par irrémédiablement tout détruire, causant des dommages irréparables. Les dégâts que nous pourrions constater ne peuvent plus être qualifiés d'accidents et ne constituent, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, qu'une conséquence. C'est très facile. Vous conduisiez votre voiture sur la route sans frein, et soudain, vous avez eu un accident. Il est normal que vous ayez eu un accident, que vous avez quitté la route et percuté un arbre. Ce n'était pas un accident. Comme tu peux le comprendre, ce qui s'est passé est la conséquence de rouler sur la route sans frein. Eh bien, c'est exactement la même chose ici. Bien, continuons. D'autre part, et pour poser un petit cadre, je tiens à te dire que je ne vais pas te parler de statistiques froides, ni t'expliquer ce genre de choses. Ce que je vais faire, c'est essayer de t'expliquer pourquoi aujourd'hui tu as eu du mal à te lever du lit, ou pourquoi ce nom que tu avais sur le bout de la langue ne t'est pas venu, tu n'as pas été capable de t'en souvenir. Ou encore pourquoi ton cœur parfois semble battre de peur. Si tu as plus de 45 ans, sache que ceci n'est absolument pas une simple vidéo sur la biologie, c'est plutôt la carte détaillée de ce que pourraient être tes propres ruines physiques et potentielles. Mais ne t'inquiète pas et ne sois pas surpris, car pour reconstruire une maison, la première chose à faire est d'avoir le courage de regarder les dégâts en face et de savoir ce qu'il faut réparer et comment. Allons-y. Reste avec moi, car à la fin de ce parcours, je vais te prouver que même si les murs sont noircis, les fondations, tes fondations, restent intactes. Commençons par l'extérieur, par la façade. Le visage, le bras, tu vois les rides? La cosmétique te dit que le passage du temps en est la cause, et moi je te dis que non, que c'est une question de causalité. C'est-à-dire qu'il y a des causes qui les provoquent, et peut-être que l'âge n'est pas l'une des plus importantes. Ton collagène ne s'abandonne pas sans raison, il brûle. L'inflammation chronique est comme une sorte de chalumeau qui durcit les fibres qui étaient auparavant élastiques. Autrement dit,
Ta peau est le récit d'un incendie interne. Combien de fois as-tu vu des personnes avec beaucoup de rides et d'autres du même âge avec la peau encore lisse, comme si elles avaient beaucoup moins d'années? Tu en es sûr? Et tu as déjà rencontré des gens comme ça? Et maintenant, tu peux le comprendre. Et attention, ce n'est pas génétique. C'est juste un chalumeau qui est éteint ou bien un chalumeau qui est allumé. Je te laisse ça là. Maintenant, descendons au sous-sol et parlons de l'égout de tes reins et de ton foie. Ce sont tes meilleurs filtres et il se trouve qu'ils sont saturés par les déchets que les cellules zombies ne cessent de relâcher. C'est quelque chose sur lequel tu dois vraiment porter attention car ce n'est pas que tes organes soient devenus vieux. C'est que, sans le savoir et probablement sans même l'imaginer, tu les as bouchés. Et maintenant, prenons un instant pour nous concentrer uniquement sur le sang. Dans une maison saine, l'eau circule, mais dans un corps enflammé, le sang devient épais, comme du miel. Et sais-tu, ou peux-tu imaginer, combien il est difficile pour ton cœur de pousser du miel jusqu'au bout de tes doigts? Eh bien plus que tu ne l'imagines. Et maintenant, fais attention à cette autre information que je vais te donner. Le sang ne s'épaissit pas à cause de la graisse. Certains disent, et tu l'auras entendu, que c'est à cause du cholestérol. Mais non, en réalité, il s'épaissit parce que l'eau qui le maintient, l'eau vive qui circule dans ton corps, a perdu sa structure. Elle a cessé d'être un cristal liquide chargé d'énergie qui devrait en plus se propulser tout seul. Et je t'en parlerai plus tard. Et elle est devenue un liquide lourd et sans voltage qui stagne. Il est fort probable que ton système de transport ait perdu sa vitalité électrique. Et il en a une. Il possède une vitalité électrique, même si tu ne le savais probablement pas, mais je te l'expliquerai aussi. Et je le ferai d'ailleurs dans ce cas, dans la prochaine vidéo. Eh bien, tout cela peut te sembler commencer à ressembler à une liste de problèmes différents. Mais ce n'est pas le cas. La peau, les organes internes, le sang. En réalité, ce sont différentes façons de voir une même perte. La perte de contrôle sur le système. Montons maintenant dans la pièce la plus importante, sur le toit de la maison, ton cerveau. Parce qu'ici, c'est là que le dommage devient personnel, car c'est ici qu'on nous vole notre identité. Tu as sûrement entendu dire qu'il faut boire beaucoup d'eau parce qu'il est très important de rester hydraté et surtout à partir de 40 ou 50 ans, car il se trouve qu'à ces âges, le corps ne transmet souvent plus la sensation de soif. Et c'est à toi-même de t'en préoccuper. En fait, c'est toi qui dois t'assurer de boire la quantité d'eau dont ton corps a besoin. Tout ce que je viens de te raconter ne doit sûrement pas te surprendre. On t'a dit qu'il fallait rester correctement hydraté et, bon, tu le fais et tu bois tout ce que tu peux. Mais on ne t'a pas dit de façon claire ce que signifie exactement être correctement hydraté. Tu as sûrement aussi entendu dire que la quantité d'eau que tu dois apporter chaque jour à ton corps dépend de ta morphologie, c'est-à-dire petit, grand, et que pour certains cela peut être 1,5 litre d'eau et pour d'autres plus, mais qu'en général, cela ne doit pas dépasser 2,5 litres. Tout cela, je suis sûr que tu le sais déjà, mais peut-être que tu n'as jamais entendu ou qu'on ne t'a jamais expliqué que boire de l'eau n'est pas la même chose que s'hydrater. Boire de l'eau sans réfléchir peut parfois inonder votre maison. Ne soyez pas surpris. Vous voyez, votre cerveau est un réseau électrique. Ce n'est pas comme un réseau électrique. Non, non. C'est un réseau électrique. Vos pensées, vos souvenirs, chaque ordre de bouger un doigt, tout cela est une impulsion électrique.
En fait, si vous pouviez connecter une petite ampoule à votre cerveau, elle s'allumerait. Les scientifiques, en fait, et tu le sais sûrement, mesurent ton activité cérébrale précisément grâce à ces ondes électriques que tu as et qui circulent dans ton cerveau. Et dans le cas du cerveau dont nous parlons ici, ils le font à l'aide d'électroencéphalogrammes. Mais par exemple, et pour que tu comprennes bien que notre corps est réellement un réseau électrique, quand on te fait un électrocardiogramme, ce que font les médecins, c'est mesurer l'activité électrique. Eh bien, maintenant, venons-en au point que je veux vraiment te mettre en avant. Pour que le signal passe d'un neurone à un autre, il a besoin d'un milieu conducteur. Si tu gardes à l'esprit que notre corps est composé en grande majorité d'eau et que tu sais que l'eau en elle-même n'est pas un bon conducteur d'électricité, alors réfléchis au fait qu'il va falloir faire quelque chose pour t'assurer qu'elle le soit. Surtout si ce que tu bois, c'est de l'eau purifiée ou de l'eau du robinet. Quand je parle d'eau du robinet, je fais référence à cette eau qui t'arrive par le réseau municipal et qui, en général, est saturée de produits chimiques comme le chlore, dont le but est d'empêcher le développement de pathogènes susceptibles de t'infecter. C'est-à-dire qu'il y a une intention positive derrière cela. Mais il se trouve que ces eaux ressemblent un peu à des eaux sans voltage ou à des eaux mortes. Et ton cerveau, que tu y penses ou non, et comme je viens de t'expliquer, fonctionne en réalité à l'électricité. Et pour que l'électricité circule bien à l'intérieur de ton corps, l'outil parfait pour la transmettre, c'est l'eau. Mais pour que l'eau soit un bon conducteur d'électricité, elle a besoin de minéraux, qui, dans le cas précis de l'eau, sont des sels. Elle a besoin de ce qu'en science et en biologie on appelle des électrolytes. Et ce sont ces électrolytes, ou ces sels minéraux si tu préfères l'appeler simplement, qui font que l'eau a une grande conductivité. Et ici aussi, il y a un secret qui est resté caché pendant longtemps et que la science commence seulement à révéler récemment. Il se trouve que l'eau à l'intérieur de tes cellules n'est pas H2O. C'est quelque chose de bien plus complexe. Nous en parlerons dans la prochaine vidéo, comme je viens de te le dire, mais fais bien attention à cela. Si tu bois de l'eau purifiée ou colorifiée, qui est donc dépourvue de minéraux, ce que tu fais en réalité, c'est forcer ton corps à compenser ce manque de minéraux que tu n'apportes pas par l'eau afin de diluer cette eau vide que tu ingères. Et donc ton corps est obligé d'utiliser ses propres sels minéraux internes essentiels pour maintenir l'équilibre cellulaire fondamental, c'est-à-dire qu'il commence à puiser profondément dans les réserves d'électrolytes vitaux qu'il a précieusement accumulées. Par conséquent, sans t'en rendre compte, plus tu bois de ce type d'eau morte dont je te parlais, plus tu dilues la connectivité entre tes neurones. Un cerveau sans électrolytes, c'est comme une batterie déchargée. Les lumières vacillent, la mémoire flanche et le brouillard mental s'installe dans ta tête. C'est la clé pour vraiment s'hydrater. Retiens cette information et applique-la dès maintenant si tu ne le fais pas déjà. Et maintenant, avant de continuer, laisse-moi t'éclaircir un point important. Tout ce que je fais et qui m'intéresse dans ces vidéos, c'est de montrer des données et des déclarations publiques pour que toi, avec ton propre jugement, tu puisses tirer tes propres conclusions. La science ne repose pas sur la croyance, la science repose sur l'observation et l'étude. Et je te dis cela, très cher auditeur, parce que je vais maintenant te parler d'un intrus particulièrement dangereux, extrêmement controversé, qui a, comme tu le sais, ses fervents défenseurs et ses nombreux détracteurs. Et je parle bien sûr de l'aluminium, ce matériau que l'on appelle communément le faux conducteur, un élément souvent mal compris et sous-estimé dans ses implications.
Dans un cerveau sain, la communication entre les neurones dépend des électrolytes biologiques. Je te l'ai déjà dit, sodium, potassium, magnésium, et ce sont eux les conducteurs officiels qui permettent à l'électricité de circuler de manière contrôlée et précise. Ils sont la clé du fonctionnement de ton cerveau et de ton corps. Et pourtant, je viens d'appeler l'aluminium le faux conducteur. Et je l'ai appelé ainsi pour 3 raisons, des points critiques que tu dois connaître. La première, appelons-la le mimétisme chimique ou, si tu préfères, l'imposteur. L'aluminium est un imitateur. En raison de sa charge électrique et de sa taille atomique, le corps le confond avec d'autres métaux essentiels comme le fer ou le magnésium, et le cerveau lui ouvre la porte en pensant qu'il s'agit d'un minéral nécessaire qui va l'aider. Mais que se passe-t-il? Qu'une fois à l'intérieur, l'aluminium ne remplit pas les fonctions vitales que le corps espérait assurer avec lui, et ce qu'il a fait, c'est simplement occuper une place et bloquer le véritable métabolisme. On pourrait dire que c'est une certaine sorte de prestidigitateur qui fait croire une chose au corps et pourtant lui en donne une bien plus pire. La deuxième raison pour laquelle je l'appelle le faux conducteur, c'est à cause de sa conductivité incontrôlée. C'est-à-dire que l'aluminium est en quelque sorte le maître du court-circuit. Remarque bien que je parle de court-circuit. Contrairement aux électrolytes qui transportent le signal d'un point A à un point B, en suivant les ordres du neurone, l'aluminium est un métal hautement réactif. Pense aux électrolytes comme à de véritables fils isolés qui amènent efficacement la lumière à une ampoule électrique. Lorsque l'élément utilisé est l'aluminium, cependant, contrairement à ce que t'offrent les électrolytes, ce qu'il obtient, c'est un peu comme déposer une plaque de métal nue et non protégée sur un circuit électrique ouvert et non fonctionnel. Cela provoque des étincelles, ce qui se traduit par un stress oxydatif dans toutes les directions. Il ne conduit pas l'information, ce qu'il fait, c'est conduire la toxicité. Il altère le champ électrique de la membrane neuronale et brouille le signal. Et c'est cela qui crée ce brouillard mental dont nous avons parlé à d'autres occasions, et qu'il est fort probable que tu aies déjà expérimenté si tu as déjà un certain âge. Et maintenant, passons à la troisième raison. Elle repose sur le fait qu'elle provoque une accumulation. C'est un peu comme si on pouvait l'appeler la rouille du système. Alors que l'eau et les électrolytes circulent et se renouvellent, l'aluminium est très difficile à éliminer du tissu nerveux. Il se dépose et reste coincé dans les protéines. C'est la même chose qui se passe avec la protéine Tau ou la bêta-amyloïde. Et je te parle en particulier de ces deux-là, parce que c'est essentiel pour que tu comprennes que la maladie d'Alzheimer, et c'est ici qu'on arrive à un point important de cette vidéo, n'est pas une loterie génétique, mais un processus d'accumulation de déchets, biologiques. La protéine Tau ou la bêta-amyloïde sont les suspects habituels et bien connus dans tout rapport médico-légal détaillé sur le cerveau humain, et il se trouve que l'aluminium est le catalyseur principal et très puissant qui les rend particulièrement dangereux et nocifs pour la santé cérébrale. Même si nous sortons un instant du cadre de cette vidéo, je pense que cela vaut la peine de s'arrêter quelques minutes pour que je t'explique pourquoi. En définitive, la maladie d'Alzheimer est un risque qui devrait tous nous préoccuper et qui nous préoccupe sûrement. Eh bien, je vais d'abord te parler de la bêta-amyloïde. C'est un peu comme les déchets dans le couloir, les ordures qui traînent dans le couloir. Imagine la quantité de neurones que nous avons et pense à chacune d'elles comme si chaque neurone de ton cerveau était une maison, dans une rue très étroite. Comme toute maison habitée, les neurones produisent des déchets tous les jours. La bêta-amyloïde n'est pas un poison extérieur, c'est simplement le sac poubelle ordinaire que la neurone prend et sort devant la porte. Dans un cerveau jeune,
le camion poubelle, c'est-à-dire le système lymphatique et les cellules de nettoyage qui font partie du système, passe chaque nuit, ramasse ces sacs et les emporte. Et la rue, qui est l'espace extracellulaire, reste propre et les voisins, c'est-à-dire les autres neurones, peuvent simplement communiquer sur le trottoir sans problème. Tout fonctionne parfaitement. Mais que se passe-t-il? Quand les déchets commencent à s'accumuler dans cette rue dont nous avons dit qu'elle est étroite, eh bien, si le système qui régule l'inflammation, c'est-à-dire les cellules TREX et le gène FOXP3, échoue, je t'en parlerai plus tard, le corps entre dans un état de chaos absolu. Comme je te le disais, je t'expliquerai dans quelques minutes l'importance de ces cellules TREX et du FOXP3, mais revenons aux éboueurs. Si le corps sombre dans le chaos, ton système lymphatique cesse de fonctionner correctement, c'est-à-dire que les éboueurs arrêtent de passer, ou pire encore, commencent à provoquer des incendies dans la rue pour se frayer un chemin. Les sacs poubelles, la bêta-amyloïde, commencent à s'empiler les uns sur les autres devant les maisons et avec le temps, quelque chose qui au départ n'était qu'une gêne finit par devenir des murs solides. Le résultat final de ce problème est l'isolement complet des neurones. Et tu vois, lorsque la bêta-amyloïde s'accumule à l'extérieur, 3 effets se produisent. Le premier, comme je te l'ai déjà dit, c'est que la connexion est coupée. Les neurones ne peuvent plus s'envoyer de messages, ce qu'on appelle la synapse, car elles se retrouvent face à un mur de déchets durcis entre elles. Le deuxième, c'est l'asphyxie. La neurone se retrouve isolée des nutriments et du sang. Et le troisième, et c'est là que l'aluminium entre en jeu, c'est l'effet colle. Comme nous l'avons vu plus tôt, s'il y a de l'aluminium, la présence de ce métal agit comme une résine qui durcit les sacs de déchets, rendant leur élimination par le corps presque impossible. Dans un cerveau jeune et sain, les cellules gliales régulatrices et d'autres systèmes de nettoyage interviennent et retirent ces déchets. Mais la bêta-amyloïde est une protéine qui, à cause d'erreurs de freinage ou de nettoyage, commence simplement à s'agglutiner à l'extérieur des neurones. Un corps jeune avec un système lymphatique en bon état est évidemment capable de prendre en charge le problème et de le résoudre. Mais ce n'est pas la même chose. Avec les années, les déchets s'accumulent et le système lymphatique, d'une certaine manière, s'affaiblit aussi, sa capacité diminue. Et tu vas me dire, mais voyons, quel est le rapport? Tout cela, quel est le lien avec l'aluminium et quel rôle joue l'aluminium dans toute cette histoire? Eh bien, l'aluminium agit comme une sorte de colle chimique. Il se lie à toutes ces protéines et fait qu'elles finissent par s'agglomérer plus rapidement et plus fortement, formant des plaques qui étouffent complètement la communication entre les neurones. S'il n'y a pas d'aluminium, le corps peut éliminer l'amyloïde, mais avec l'aluminium, l'amyloïde devient un véritable ciment. Et maintenant, arrêtons-nous un instant sur l'autre, sur la protéine Tau, celle qu'on appelle celle des rails cassés. Si l'amyloïde attaque de l'extérieur, la protéine Tau détruit de l'intérieur. Les neurones possèdent une sorte de tubules qui ressemblent à des rails de train par lesquels elles transportent les nutriments. Eh bien, c'est la protéine Tau qui maintient ces rails droits et stables. Et ici, à nouveau, l'aluminium fait son apparition. Ce qu'il fait dans ton corps, c'est provoquer une réaction que l'on appelle techniquement l'hyperphosphorylation. En gros, cela fait que la protéine Tau se déforme et se détache des rails. Quand les rails se désagrègent, la Tau s'enroule sur elle-même et forme des pelotes. Et quel est le résultat de ces pelotes qui se forment? La neurone se retrouve sans approvisionnement et meurt de l'intérieur. L'aluminium est un tueur, silencieux qui accélère ce processus de démantèlement interne.
Le problème n'est pas seulement que l'aluminium soit là, le problème c'est que ton cerveau essaie de l'utiliser pour conduire l'électricité parce qu'il lui manque les bons minéraux. On en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est le problème d'une bonne ou d'une mauvaise hydratation. Et ce qui se passe, comme je te l'expliquais aussi, c'est que l'aluminium est un faux conducteur. Il semble aider à fermer le circuit, mais en réalité, il provoque un court-circuit qui finit par brûler tes souvenirs. Pense à ta vie et à ce qui t'entoure un instant. Tu te retrouves avec de l'aluminium partout. Il y en a dans l'air ambiant, dans tes déodorants quotidiens, dans ta cuisine de tous les jours, absolument partout. Ton cerveau, qui est souvent asséché, elles deviennent oranges beaucoup plus rapidement. C'est pour ça que je te disais que c'est comme la rouille sur les câbles. La rouille n'aide pas le courant à passer. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle le bloque et finit par détruire le câble et donc finit par bloquer le signal. C'est très important. Tu vois, on dit que l'Alzheimer est un diabète, un stress en développement. Moi, je te dis que c'est un cerveau qui a perdu sa capacité à se nettoyer et à conduire l'électricité. Tu perds de la puissance, tu ne perds pas la mémoire. Je consacrerai bientôt une vidéo spécifiquement à l'Alzheimer parce que je pense que cela nous préoccupe tous. Mais maintenant, c'est le moment de la grande surprise. Notre corps est vraiment une véritable boîte à surprises. Il y a quelques minutes, je te parlais du problème qui peut survenir si les freins lâchent. Et peut-être que tu t'es demandé de quel frein parle-t-il? Eh bien, tu vois, le système immunitaire est en fait par nature une arme de destruction massive. Il détruit tout. Pense maintenant à deux types de cellules. D'un côté, il y a les cellules appelées T effectrices, qui sont un peu comme des soldats d'assaut programmés pour tuer tout ce qu'ils ne reconnaissent pas. Leur mission principale est d'attaquer et de détruire. Toute menace potentielle, envahisseurs, agents pathogènes, cellules cancéreuses, tout. Ce sont des cellules qui forment une armée de défense qui, lorsqu'elle n'est pas régulée, peut amener à une destruction totale car elles n'ont aucune limite. Et d'autre part, il y a les cellules T régulatrices ou TREG qui sont un peu comme le haut commandement. Leur seul travail est de freiner les T effectrices, qui sont les premières. Et c'est comme s'ils étaient ce frein principal, ou si tu préfères une comparaison plus familière, des casques bleus essayant de rétablir l'ordre au milieu d'une guerre. Leur mission n'est pas d'attaquer, mais de contenir et de réguler la réponse des cellules T effectrices. Pour que tu comprennes bien, ce sont un peu celles qui sont chargées de dire merci. Jusqu'ici, nous sommes allés, et ainsi éviter que l'attaque des cellules défensives ne devienne chronique ou ne détruise les propres tissus du corps, car elles ne font pas de quartier. Le gène FOXP3, qui apparaît à nouveau de manière cruciale, est le signal central et absolument essentiel qui permet l'existence des cellules TREG, et cela doit te laisser un message clair et indubitable. Sans ces cellules TREG et seulement avec les T régulatrices, le corps humain se suiciderait littéralement en quelques jours seulement. Ce sont précisément ces TREG qu'on appelle le frein principal et indispensable du système immunitaire. Elles ont l'autorité hiérarchique pour arrêter 3 processus qui, autrement, seraient mortels. Le premier qu'elles arrêtent, c'est qu'elles freinent le tir ami, l'auto-agression. Comme je te le disais, le système immunitaire est conçu pour tuer tout ce qu'il ne reconnaît pas. Et quel est le problème? Eh bien, le problème est assez grave, c'est que dans le feu de la bataille, les soldats, c'est-à-dire ces cellules effectrices, se trompent souvent. Merci. Et ils confondent une partie de ta propre maison comme le cartilage de tes articulations ou l'isolant de tes nerfs
qu'on appelle la myéline et la considère comme un envahisseur potentiel. Alors, ils tirent, c'est ce qu'on a toujours appelé le tir ami. Tes propres alliés finissent par s'en prendre à toi. Ils font partie de toi et ils te tirent dessus. Alors, que font les Trex lorsqu'elles détectent cette erreur? Elles déconnectent, et elles le font physiquement, les soldats agresseurs, avant qu'ils ne détruisent ton propre tissu. Mais attention, une chose importante, sans le gène FOXP3, il n'y a pas d'ordre de cessez-le-feu. Le deuxième processus qu'elles arrêtent, c'est qu'elles freinent la tempête de cytokines. Lorsqu'il y a une infection, le corps libère des substances chimiques appelées cytokines et elles ont pour but d'appeler plus de troupes. C'est une sorte de réaction en chaîne qui se déclenche. Eh bien, ce que font les Trex, c'est qu'elles absorbent et neutralisent ces signaux chimiques pour que l'inflammation ne devienne tout simplement pas systémique. Ce qu'elles font, c'est éviter qu'un petit incendie dans la cuisine, qui pourrait être une infection locale à un doigt ou à la jambe, ne finisse par brûler toute la maison. Autrement dit, elles empêchent, par exemple, la survenue de défaillances multiviscérales. Troisième processus qu'elles arrêtent, la dépense énergétique inutile, c'est très facile à comprendre. Maintenir une armée en alerte maximale consomme une quantité énorme d'ATP, dont nous avons parlé dans la vidéo précédente. Rappelle-toi, c'est comme la monnaie avec laquelle les organes achètent de l'énergie, et qui est produite par les mitochondries, qui sont à leur tour comme de petites centrales énergétiques. Mais alors, qu'est-ce que les Trex arrêtent exactement? Eh bien, une fois que la menace est passée, ce que font les Trex, c'est qu'elles ordonnent la retraite. Si elles n'agissaient pas, ton corps continuerait à dépenser de l'énergie dans une guerre qui pourtant est déjà terminée. C'est pour cela que lorsque le frein principal échoue, tu ressens cette fatigue chronique et inexplicable. Tout simplement, ton corps essaye de financer une guerre qui, en réalité, est une guerre fantôme. Si tu m'as suivi jusqu'ici, je te décerne le prix du jour pour la curiosité scientifique et biologique. Et maintenant, je vais t'expliquer ça d'une manière plus familière, plus entre toi et moi. Maintenant, pense un instant à tous les problèmes biologiques et neuronaux que génère notre méconnaissance de nombreux processus qui se déclenchent dans notre corps au fur et à mesure que nous grandissons. Ce manque de connaissances provoque un déficit de communication et aussi des mécanismes de défense. De la part de nos cellules, nous avons vu dans des vidéos précédentes comment ce mécanisme de défense peut même en arriver à provoquer une véritable mort métabolique. Regarde un peu dans quel état est la situation. Et jusqu'à présent, en passant en revue toutes ces ruines, beaucoup pourraient penser quelque chose d'aussi concret que notre système immunitaire est devenu fou. Le corps a commencé à tirer sans contrôle et le problème serait une armée déchaînée qu'on ne peut pas arrêter. Mais la science moderne nous a obligés à corriger cette idée. Dans de nombreux cas, le problème n'est pas qu'il y a trop de soldats, le problème c'est qu'il manque des freins. Dans ton corps, il existe ce type très particulier de cellules dont je t'ai parlé, dont la mission n'est ni d'attaquer, ni de détruire, ni de défendre. Leur travail est tout simplement différent. Il s'agit d'éviter que le reste de l'armée ne se trompe de cible. Ce sont les fameux casques bleus dont je te parlais, qui régulent, qui n'entrent pas en guerre, mais qui régulent, qui patrouillent dans ton sang. Eux ne combattent pas, ce qu'ils font, c'est séparer et contenir. Ils empêchent, en gros, qu'au milieu du chaos, ces soldats chargés de défendre attaquent les civils et, par civils, j'entends tes propres organes. Et c'est là toute l'importance des Treg, les cellules T régulatrices. Eh bien, quand ces freins échouent, ce qui arrive aussi, la guerre cesse d'être externe et commence à l'intérieur.
Et c'est alors, quand les dégâts cessent d'être invisibles et commencent à affecter la structure interne de la maison, mais il nous reste encore un peu de chemin à parcourir. Descendons jusqu'aux canalisations principales, descendons précisément jusqu'au cœur. On nous a toujours appris, depuis notre plus jeune âge, que c'est une pompe à pression, un organe musculaire essentiel. Mais si je te disais que le cœur, à lui seul, ne pourrait absolument pas faire circuler tout ce précieux miel de sang que tu as dans le corps tout entier, à moins que l'eau présente dans tes artères, ces conduits vitaux, n'ait précisément la bonne charge électrique nécessaire. Quand la canalisation se fissure parce qu'elle s'enflamme, et je parle des conduits par lesquels le sang circule, non seulement nous perdons du sang, mais surtout nous perdons la tension qui fait circuler la vie. Le cholestérol arrive et se dépose comme un pansement protecteur. Mais le véritable et profond drame, c'est que le flux vital est en train de s'arrêter progressivement et inexorablement. Parce que l'eau interne essentielle à la vie est malheureusement morte. Le cholestérol n'est pas l'ennemi, c'est le pompier. Et s'attaquer au cholestérol et le faire disparaître sans éteindre le feu de l'inflammation, c'est comme renvoyer les pompiers alors que ta maison est en train de brûler. Cette vidéo commence à s'allonger et je ne veux pas trop m'éloigner du sujet, mais je te promets que je ferai une vidéo sur le cholestérol et l'importance de sa fonction. Et maintenant, parlons de tes articulations quand tu deviens raide. Ce n'est pas que tes os s'usent avec l'usage, non. Tu te promènes dans la campagne et tu verras des pierres qui sont là depuis 1000 ans ou plus. Ce qui t'arrive, c'est que tu t'oxydes. L'inflammation dévore ton liquide synovial, qui est le lubrifiant, et tes os non. Ils craquent, non pas parce qu'ils sont vieux, mais parce qu'ils sont secs et chauds. Autrement dit, tu as perdu la flexibilité biologique parce que ta structure est constamment attaquée. Encore une fois, quel tableau? Bon, faisons une petite pause parce que tout cela ressemble vraiment à un véritable drame. Arrêtons-nous un instant. Jusqu'ici, je t'ai parlé de beaucoup de choses qui font du mal, de véritables méchants, si tu veux les appeler ainsi. Nous avons vu l'inflammation et les effets de cette inflammation. Nous avons vu le chaos, nous avons vu des organes endommagés, des canalisations cassées et des systèmes qui ne répondent plus correctement. Et il est normal qu'en voyant tout cela, on pense à quelque chose de très précis. Mon corps est devenu fou. Mon système immunitaire tire dans tous les sens et c'est une guerre qui n'a ni sens ni victoire possible. Mais c'est ici que la science moderne a opéré un tournant et a changé tout ce que l'on croyait depuis des décennies, que lorsque le corps s'attaquait lui-même, le système immunitaire était simplement défaillant et devenait agressif, et que c'est pour cela qu'il tirait sans contrôle. C'était l'explication classique donnée par la médecine et la science. Mais à la fin des années 90 et au début des années 2000, plusieurs équipes de recherche travaillant de manière indépendante au Japon, aux États-Unis et en Europe ont commencé à observer qu'il y avait là quelque chose qui ne collait pas avec cette idée. Au fil des années, les résultats significatifs de cette recherche scientifique ont finalement abouti à l'annonce officielle, le 6 octobre 2025, que ces chercheurs éminents s'étaient vus décerner le prestigieux prix Nobel de physiologie ou de médecine pour cette année 2025. Leurs découvertes fondamentales ont eu un impact considérable sur le domaine médical et scientifique. Et tout cela grâce à leur découverte sur la tolérance immunologique périphérique et, plus précisément, pour avoir identifié les cellules T régulatrices, les Treg, ainsi que le rôle crucial du gène FOXP3 dont je t'ai parlé. Mary Branco et Fred Ramsdell sont ceux qui ont identifié le FOXP3, c'est-à-dire le manuel d'instruction. Et Simon Sakaguchi a identifié les cellules, autrement dit les soldats de la paix,
Eh bien, ce prix a permis de mettre en lumière une vérité. Merci. Une vérité que nous soupçonnions en réalité. Ce n'est pas de force que notre corps manque, mais de diplomatie biologique, c'est-à-dire d'apprendre à gérer les processus. Et maintenant, je vais te parler un peu du processus qu'ils ont traversé pour obtenir ce prix. L'un des travaux clés a été dirigé par l'immunologiste japonais Saemon Sakaguchi. Il a minutieusement étudié des souris qui développaient de très graves maladies auto-immunes. Et ce qui était vraiment surprenant, ce n'était absolument pas que leur système immunitaire soit faible, mais plutôt qu'elles avaient malheureusement perdu un type très précis et essentiel de cellules spécifiquement chargées de freiner et de réguler les autres cellules immunitaires. Peu de temps après, des équipes comme celle de Mary Branco aux États-Unis ont identifié le signal central qui rendait possible ce frein, un signal génétique sans lequel le système immunitaire ne sait pas se contenir. En définitive, ce qu'ils ont découvert était quelque chose de complètement révolutionnaire. Le système immunitaire ne fonctionne pas seulement avec des accélérateurs, il fonctionne surtout avec le système immunitaire, avec des freins. Et lorsque ces freins manquent, le système ne devient pas fou, il fait exactement ce qu'il sait faire, mais il le fait sans limite. Ce frein maître dépend d'un signal central, FOXP3, qui n'est pas une cellule qui attaque, ne détruit pas les agents pathogènes, ne fabrique pas d'anticorps. FOXP3 est le signal qui permet l'existence des cellules régulatrices qui sont finalement chargées de dire au reste du système immunitaire jusqu'ici. Ça oui, ça non. C'est-à-dire, c'est l'équivalent biologique d'un shérif qui ne se bat pas en première ligne, mais il décide quand une intervention devient un abus et décide aussi à quel moment la défense commence à endommager les propres tissus et qu'il faut donc s'arrêter. Quand FOXP3 fonctionne bien, le système immunitaire est puissant et précis. Il défend sans détruire, il répare sans tout ravager. Mais lorsque ce signal s'affaiblit, se tait ou se modifie, il se passe quelque chose de très important. L'inflammation ne s'éteint plus. L'attaque cesse d'être ponctuelle et les dégâts deviennent chroniques. Et non pas parce que le corps est cassé, mais parce qu'il a perdu la capacité de se fixer des limites. C'est ce qui se passe. C'est ce que nous voyons dans ces ruines que nous avons parcourues dans cette vidéo. Et ce n'est pas une question de malchance, ni une erreur isolée. Ce que c'est un système qui fonctionne depuis trop longtemps sans frein. Et retiens bien cette idée car elle est essentielle. Cette découverte a complètement changé notre façon de comprendre l'inflammation, l'auto-immunité et le vieillissement. Pendant des années, on ne s'est intéressé qu'aux soldats, aux armes, aux attaques. Et la science oubliait quelque chose d'essentiel. Sans frein, tout système finit par s'effondrer. Comme je te le disais, ce changement de perspective révolutionne complètement la façon dont nous comprenons l'inflammation, les maladies auto-immunes et le vieillissement lui-même. Parce que maintenant, nous savons que le corps ne vieillit pas seulement à cause de l'usure, mais que, en fait, il vieillit à cause d'une perte de régulation et cela change complètement la carte de notre vieillissement. Eh bien, maintenant, j'aimerais que tu comprennes pourquoi c'est si important. Quand on parle d'un système immunitaire sans frein, on ne parle pas de quelque chose d'abstrait. Nous parlons de maladies très concrètes, polyarthrite rhumatoïde, lupus, sclérose en plaques, maladies inflammatoires de l'intestin, psoriasis. Pendant des années, nous les avons traités comme des problèmes différents, comme des organes différents, comme des symptômes différents. Mais cette découverte nous a obligés à les considérer toutes sous un même angle,
non pas comme des maladies où le corps se trompe, ce que tu as sûrement entendu si tu en as une, mais comme des situations dans lesquelles le système censé freiner l'attaque ne fonctionne pas correctement. Dans beaucoup de ces cas, ce que l'on observe n'est pas un excès de force du système immunitaire, mais une perte de régulation, une incapacité du système à dire stop. Et cela ne signifie pas non plus que toutes les maladies auto-immunes soient identiques, car ce n'est pas le cas, ni qu'elles aient une solution simple, car elles n'en ont pas. Mais cela signifie tout de même quelque chose de très important. Le corps n'essaie pas de se détruire sans raison. Il essaie de se défendre, mais il le fait sans limite. Et quand on comprend cela, cela change complètement la façon de voir la maladie et aussi la manière de chercher des solutions. Il ne faut pas le faire dans une logique de guerre permanente, mais dans une logique de reprise du contrôle. Et lorsque le problème n'est pas l'attaque, mais l'absence de frein. La question n'est plus seulement de savoir ce qu'il faut combattre, mais comment je dois retrouver la régulation. Je sais que ce que nous avons vu aujourd'hui est lourd à porter. Je sais que regarder les ruines de notre propre maison n'est pas quelque chose d'agréable. Mais avant de partir, je veux que tu prennes un moment avec moi pour regarder, un moment pour repasser le chemin que nous avons parcouru. Dans la première vidéo de cette série, nous avons parlé de l'ADN, de l'étincelle qui déclenchait le processus. Dans la deuxième vidéo, nous avons parlé du moteur des mitochondries et des cellules zombies. Et dans la vidéo 3, de la fumée, qui est cette inflammation. Eh bien, dans cette vidéo 4, nous avons parlé des dégâts, de la manifestation des dégâts. Et nous avons passé de la molécule avec laquelle nous avons commencé dans l'ADN aux symptômes. Tu vois, l'autre jour, je parlais avec un ami qui me disait avec tristesse « José Maria, c'est que j'ai déjà un certain âge et c'est normal que mes genoux me lâchent. » Je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit quelque chose que j'aimerais que tu graves dans ta mémoire. Je lui ai dit « Oui, c'est courant, mais ce n'est pas normal. » D'ailleurs, il m'est arrivé quelque chose de très similaire. Il y a eu un moment où j'avais tellement mal aux genoux et j'étais tellement limité dans mes mouvements que j'ai sérieusement pensé qu'il faudrait que je me fasse poser des genoux en titane. Une de mes sœurs l'avait fait et il semblait que ça marchait pour elle. Mais j'ai eu une immense chance de rencontrer quelqu'un qui m'a ouvert les yeux et m'a expliqué quelque chose de très similaire à ce que je t'explique aujourd'hui. Je me suis acheté un vélo elliptique et j'ai commencé à faire de l'exercice régulièrement avec mes genoux. Depuis, je crois que plus de 10 ans se sont écoulés et je n'ai plus jamais eu mal. Ni aux genoux, ni aux articulations. Et laisse-moi te dire encore une chose. Dans ma famille, de tous les côtés, du côté de mon père comme de ma mère, j'ai eu des antécédents d'arthrite et en particulier d'arthrite rhumatoïde. Eh bien, jusqu'à présent, et grâce à Dieu, cela ne s'est pas reproduit chez moi. N'accepte pas la décrépitude comme une fatalité. Accepter la blessure est une preuve de courage, mais se résigner à vivre parmi les ruines, c'est commencer à mourir de son vivant. Et je refuse vraiment que tu te résignes à cela. Nous avons terminé l'inspection des dégâts. Cela a été difficile de voir les poutres carbonisées et les câbles dénudés, mais maintenant tu connais beaucoup des fissures et il est possible que tu sois prêt à comprendre pourquoi la reconstruction est possible. Dans la prochaine vidéo, nous ne parlerons pas de médecine, je vais te parler de la façon dont le corps utilise l'eau pour vivre, de la pure biologie du corps. Je vais te démontrer clairement que ton corps n'est pas simplement une machine de chair, mais plutôt une véritable batterie humaine, pleine d'énergie.
Nous allons découvrir pourquoi l'eau que tu bois n'a rien à voir avec l'eau qui vit à l'intérieur de tes cellules. Et nous allons parler de la quatrième phase de l'eau, de la façon dont la lumière du soleil te recharge et pourquoi. Un médecin français a sauvé des milliers de vies en injectant de l'eau de mer à ses patients. Prépare-toi, car dans la prochaine vidéo, nous allons découvrir le secret de l'eau vivante et comment allumer une bonne fois pour toutes les lumières de ta cathédrale. La véritable énergie est sur le point de jaillir. Je t'invite à continuer d'explorer avec moi cet univers extraordinaire qu'est le monde de notre longévité et de notre corps. Et je t'encourage à continuer, comme je te le dis toujours, toujours de l'avant.